préparation pour cet événement. Le Club Finance, dont je suis co-responsable avec Walid Sadem, ici présent dans la salle, est né en 2007. Il compte déjà 5 conférences et différentes autres activités annexes. La table ronde sur le private equity prévue pour aujourd'hui est le 6e événement du Club Finance. La table ronde sera modérée par Karim Suid. Comme annoncé par Walid, il y a 2 intervenants qui ne pourront pas se joindre à nous malheureusement à cause de l'annulation des vols. Donc le programme de la conférence porte 1 heure d'intervention et 30 minutes de débat. Donc soyez précis dans vos questions et bonne conférence. À vous. Bon, bonjour à tous. On a la chance d'avoir 2 invités de qualité présents physiquement et puis 2 autres invités de qualité par téléphone également. On va commencer probablement peut-être par présenter rapidement les intervenants. Donc on va commencer par les 2 personnes qui se joignent à nous par téléphone. Monsieur Hakim Khalifa, qui est senior partner chez Tuninvest, probablement un des acteurs incontournables sur la scène du private equity en Afrique. Hakim a plus de quasiment 11 ans d'expérience dans le private equity, corrige-moi si je me trompe, Hakim. Donc une grande expertise non seulement d'investissement en Afrique du Nord, mais également en Afrique subsaharienne. On a également par téléphone Jean-Guillaume Abbé, qui est directeur d'investissement chez Suicorp, qui est une structure qui commence elle aussi à être incontournable dans le secteur. Jean-Guillaume s'occupe plus particulièrement, je pense, des opérations d'investissement chez Suicorp, qui a également d'autres activités, comme beaucoup d'entre vous le savent. On a Madame Marie-Hélène Loison, qui est responsable des investissements en fonds propres de la Proparco, qui est un acteur très important. Je vous laisserai, Marie-Hélène, en parler plus en détail. Et Monsieur Slim Zral, qui représente ici en fait plutôt les sociétés qui ont connu cette expérience du private equity, de l'investissement financier, et qui nous parlera qui nous parlera plus particulièrement de ce qu'un fonds d'investissement peut apporter à une société et de son expérience personnelle, qui, vous le verrez, est très belle. Je pense qu'on enchaîne avec la présentation de Tuninvest. Donc, Hakim, on vous donne la parole. Hakim? Allô? Oui, Hakim. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord, donc si j'ai bien compris, je peux démarrer. Hein. Oui. Ok, bonjour tout le monde. Je m'excuse des séances techniques pour aujourd'hui, parce qu'on fait par niveau, mais la nature ne reste pas. Nous avons ici en Tunisie, en fait, un volcan à quelques 200 ou 300 km qui vient empêcher carrément de soleil. Je crois que nous avons ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on va essayer de faire avec ça. Alors, je vais commencer d'abord par 2 petites choses. Je vais me présenter rapidement. Je pense que mes chers amis à Paris m'ont présenté. Donc, je m'appelle Hakim Khalifa, je suis partenaire chez Tuninvest Africa Invest. Je me dis que je présenterai en fait par la suite. Une petite remarque. Je m'excuse du fait que la présentation est en anglais, donc je vais bien sûr présenter en français. Et vous avez, j'espère que Walid ou rapidement de lecture passera les slides dans l'ordre qu'il faut. Et d'abord, je commence par cette occasion pour remercier le Club Finance de la Tulle, donc m'en donner cette opportunité de présenter à vous. Tuninvest, donc, c'est une société de private equity qui a commencé en Tunisie en 1994 en faisant appel
l'épargne pour démarrer dans ce métier de private equity en Tunisie d'abord. On s'est vite rendu compte que, et on l'expliquera par la suite, que c'est un métier qui est difficile, on va dire, à expliquer aux petits épargnants, et donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait chercher plutôt des actionnaires institutionnels ou des investisseurs institutionnels type Proparco, Banque mondiale, etc. Et donc à partir du deuxième fonds, en 96-97, nous avons plutôt essayé de ramener des investisseurs institutionnels à ce métier. Et Proparco était d'ailleurs un des premiers de l'Ontario en 96-97. Donc, bon, Finavest a grandi petit à petit, d'abord en Tunisie, et puis on s'est rendu compte que le marché était petit, qu'il fallait aller voir en fait en dehors de nos frontières. Donc on a commencé à développer d'abord l'Afrique du Nord, avec une présence au Maroc et en Algérie. Puis à partir de l'année 2017, on a mis en place une filiale qui s'appelle Afrique Invest, qui est donc qui sa poste d'activité en Afrique. Pour résumer notre expérience, aujourd'hui on a environ 500 millions de dollars de projection. Ça reste quand même petit par rapport aux gros acteurs mondiaux. Je pense que pour le continent africain, ça commence à représenter un Hakim Hakim, est-ce que tu m'entends? pays en Hakim avec une diversification sectorielle aussi assez importante, parce qu'on n'est pas spécialiste dans le secteur particulier. Hakim, oui. Excuse-moi, juste oui. si tu peux juste nous dire enfin l'ordre de passage un peu des slides, parce que c'est pas évident de suivre l'ordre dans lequel tu vas. Donc est-ce que tu peux juste me dire si tu es à la première partie, enfin juste de demander le passage des slides oralement. Ok, tu peux dire à la fin, en fait. Voilà, Yasmaïl qui va venir m'aider pour ça. Voilà. Alors, donc, le slide 5, en fait, un peu présente les différentes générations de fonds. Donc, la première génération qui sont des fonds locaux uniquement tunisiens, ensuite les fonds régionaux, et puis aujourd'hui, on est à la troisième génération de fonds, avec 2, Maghreb 22, qui sont des fonds généralistes de taille plus importante, en fait. Entre-temps, nous avons deux petits fonds spécialisés sectoriels, un fonds spécialisé en innovation et technologique qui s'appelle Finavest Innovation, et un fonds qui est dédié au secteur financier qui s'appelle Afrique Investment Sector. Voilà. Alors, je vais passer au slide suivant, si vous voulez bien, en termes de présence régionale. On a aujourd'hui 6 bureaux, en fait, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Et puis nous avons investi dans une quinzaine de pays en termes d'équipes. On a 35 investisseurs aujourd'hui. Bien sûr, la plus grande partie en Tunisie, puisque c'est un peu l'origine du groupe, mais nous avons également des équipes de taille importante dans les autres pays, donc au moins 4 personnes par région. Le slide suivant. Alors, je vais essayer de présenter un petit peu le process en fait, parce qu'on m'a demandé un petit peu de présenter le métier de manière générale, donc à travers un peu notre approche, qui je pense, assez classique, mais avec une petite particularité peut-être, c'est qu'on s'intéresse plutôt aux PME, PMI. Et donc, cela demande une application peut-être un peu plus forte par rapport à nos confrères européens, nord-américains, qui font des transactions de système bio, en fait. Alors, la première phase dans le politique, comment consiste à lever les fonds. Donc, les investisseurs qui s'intéressent à investir avec nous. Donc, bon, alors, bien sûr, nous avons des difficultés qui sont liées au fait que le continent africain n'est pas très bien connu, ou en tout cas, n'a pas une image très bonne, pas une bonne réputation auprès des investisseurs, qui parfois se justifie, mais qui est quand
quand même beaucoup touché par l'image négative qui donnait à travers les médias, malheureusement. Donc aujourd'hui, les médias communiquent, en tout cas ce qu'on voit à travers les médias, l'image qu'on perçoit, et reste vraiment négative. Et il nous a fallu plus temps pour convaincre les gros investisseurs institutionnels que en dehors de ce qui se passe et de ce qu'on voit à travers les médias, il y a quand même des choses très intéressantes en fait africain qui font que on peut faire beaucoup de choses intéressantes, on peut faire des rendements intéressants, on peut gagner de l'argent, et en même temps on peut contribuer au développement du continent. Alors on bénéficie aujourd'hui d'une base assez solide d'investisseurs qui nous ont suivis presque au fil du temps et qui nous permettent à chaque fois de démarrer en fait un nouveau fonds sur déjà des bases existantes assez intéressantes. Et puis on fait appel également à des agents de placement qui nous aident à trouver d'autres investisseurs, en fait, de plus en plus d'investisseurs privés qui s'intéressent au continent africain. Donc en fait, il s'agit d'aller faire des roadshows, un peu vendre notre poste entre guillemets, et leur parler de nos performances passées et projeter un petit peu l'avenir pour les convaincre du fait qu'ils feront un bon investissement avec nous et en même temps ils contribueront en fait, au développement du continent. Alors la phase suivante consiste à trouver de bonnes opportunités d'investissement et donc la présence locale est très importante, on va encore faire nos équipes locales, mais également on passe par des relais en fait. Ça peut être des consultants ou ça peut être des avocats, enfin différents types d'intermédiaires qui peuvent amener des transactions intéressantes. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a contribué à faire voyager beaucoup d'entreprises d'Afrique du Nord en Afrique subsaharienne. Et donc, en fait, on se sert de notre expérience qui est relativement importante et aussi en Afrique du Nord pour dupliquer des modèles qui ont réussi en Afrique subsaharienne. Je peux citer un exemple, on a investi dans la pharmacie en Afrique du Nord avec peu de réussite en Tunisie. On est en train aujourd'hui de développer en fait la banque pharmaceutique au Ghana avec l'aide de l'assistance technique de notre société tunisienne. Donc, on fait de plus en plus rapprocher ou faire voyager des entreprises qui ont réussi en Afrique du Nord pour développer leur modèle en Afrique subsaharienne. Et puis, bien sûr, notre société de portefeuille sont aussi un bon vivier pour trouver de bonnes opportunités d'investissement. Une fois la transaction identifiée, on passe à la phase de ce qu'on appelle sales factoring, donc structurer une opportunité d'investissement de l'equity, donc des fonds propres. Et donc, en fait, il faut convaincre le chef d'entreprise, le propriétaire d'entreprise de notre approche, de la valorisation, et évidemment, comme on dit dans le jargon, en fait, les bons deals se font à la bonne valeur, donc une valeur qui soit la moins élevée pour nous, et donc il y a souvent des divergences avec le chef d'entreprise, avec le promoteur en termes de valorisation, et donc il faut trouver des structurations, des instruments qui nous permettent de rapprocher les points de vue, donc avec quelques instruments financiers qui sont des fois un petit peu compliqués, avec des prix variables, sur la performance future, etc. Une fois le guide est finalisé, on passe devant le comité d'investissement, qui est l'instance de décision du fonds d'investissement, et qui approuve, ou désapprouve d'ailleurs de l'investissement. Et puis ensuite on passe à la phase juridique, qui est la phase qui en fait, on met dans des contrats qui a été structuré et ce sont des contrats qui gèrent en fait la vie de l'investissement, qui définissent aussi la sortie. En fait, on est obligé de sortir pour une durée qui va de 4 à 7 ans en moyenne. Et donc, il faut définir la sortie depuis le départ pour ne pas être bloqué. En fait. Donc, si on passe à la slide suivante, donc, la vie de l'investissement,
c'est la phase qu'on appelle la phase de monitoring. C'est la phase, je pense, la plus importante. Bon, parce que, comme j'ai dit au départ, on s'intéresse à des PME, à des petites entreprises qui nécessitent un suivi très rapproché. Ceci est facilité par le fait que nous avons des équipes développées. Donc, on essaie de contribuer au développement de ces entreprises à travers, d'abord peut-être renforcer le management quand c'est nécessaire, leur trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. On essaie en fait de faire réagir les entreprises au-delà de la frontière à travers notre réseau. Donc, on a investi dans une entreprise au Nigeria. On est en train de développer des exports vers des pays de la zone Afrique de l'Ouest anglophone. Et puis parfois on contribue à faire des acquisitions. On aura un exemple par la suite. Donc il y a aussi, comme on a un portefeuille qui est développé, il y a aussi un en fait, du portefeuille. Le fait d'investir dans la distribution pour nous, c'est un secteur qui est très important. Parce qu'il nous permet aussi de pouvoir écouler des produits de nos autres sociétés de portefeuille. Donc la distribution est un secteur clé qui permet de synergie en fait avec les entreprises du portefeuille. Alors au bout donc, de 4, 5, 6 ans, on atteint, il se passe bien, une phase de maturité qui nous permet de sortir et de vendre nos actions. Donc il y a 3 ou 4 moyens pour céder nos actions, soit à travers une sortie stratégique ou industrielle. Et donc, ceci, bien sûr, reste un difficile sur le continent africain. Il n'empêche que le fait d'atteindre une taille critique, le fait d'être présent sur plusieurs marchés, limite le risque et permet d'intégrer un investissement stratégique. Et c'est en général la sortie la plus rémunératrice, en fait. D'autres sorties sont possibles à travers le marché boursier. On le fait quelquefois en Tunisie, on le fait souvent au Maroc. Au Maroc, les sorties en fait, boursières sont. Disons que le marché boursier est assez liquide pour permettre une sortie à des conditions intéressantes. Et puis on vient également de côté une société au Nigeria, une assurance au Nigeria, et donc dans quelques pays africains, ça vous permet de se faire une sortie intéressante. Il y a également aujourd'hui un marché secondaire qui se développe, c'est-à-dire que d'autres fonds d'investissement sont en train de se mettre en place, peuvent être intéressés par notre portefeuille, donc on peut céder notre participation à un autre fonds d'investissement. Également, on se met d'accord dans les contrats en fait, qu'on signe avec les chefs d'entreprise. On se met d'accord aussi sur une sortie sur le chef d'entreprise quand on n'a pas d'autres moyens sportifs, donc ce qu'on appelle un portefeuille. Donc céder nos actions aux promoteurs. Voilà, alors on peut passer au slide suivant si vous permettez, et il y a des gens qui nous diront. Alors, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, la liquidité de nos marchés est un frein qui reste important, surtout pour la sortie qui est un clé. Nous essayons toujours de dire à nos investisseurs que les délais qui sont de plus en plus courts, hein, les investissements sont de plus en plus courts en Europe ou dans les marchés développés, restent quand même des cycles longs parce que pour pouvoir atteindre en fait, une phase de maturité, pour pouvoir attirer un acheteur, il faut plus de temps. Et donc au lieu de vendre au bout de 3, 4 ans, 7 ans, 8 ans des fois, et donc ça reste quand même un important pour vendre nos participations et essayer de passer au fond suivant. Une difficulté qui est aussi liée à ça, c'est la non-maturité ou la maturité insuffisante des marchés financiers en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord, ce qui fait que le marché financier n'est pas toujours la meilleure porte de sortie pour nous, et donc même si on voit une amélioration au fil du temps, ça reste quand même des marchés qui sont très cycliques, et on a vu au cours des 2 dernières années un impact très fort
ben, on est obligé d'injecter plus de fonds. Et donc, parfois, ce ne sont pas des structures qui sont optimisées. Aussi, ça nous empêche, en fait, nous, en quelque sorte, de faire du levier au niveau de nos acquisitions. Et donc, on est obligé de faire des fonds propres, de financer en fonds propres à 100%, ce qui, bien sûr, parfois limite les rendements ou depuis les rendements potentiels. On a quand même, une amélioration, surtout en Afrique du Nord, où le coût du crédit est raisonnable, et les banques commencent à comprendre le métier, surtout au Maroc, qui est un marché qui se développe et qui comprend le métier de l'agriculture. Dans certains cas, on a des difficultés pour rapatrier les fonds, ça arrive des procédures importantes, même en Afrique du Nord d'ailleurs, des procédures assez compliquées pour pouvoir en fait bénéficier de la rapatriation des fonds et parfois un changement de politique dans les pays peut aussi créer quelques blocages au niveau des rapatriations des fonds au choc. Alors, deux points quand même importants de ce qu'on appelle la corporate governance et les demandes de transparence. Comme j'ai dit, on intervient au niveau de sociétés familiales de taille réduite, ce qui fait que, évidemment, la transparence n'est pas toujours facile à obtenir. En tout cas, il y a peu d'entreprises qui sont transparentes. Alors, bien sûr, pour nous, il s'agit d'éviter d'abord d'investir. C'est la première règle, d'éviter d'investir quand on voit un risque de transparence. Pour cela, il faut bien se renseigner sur l'entreprise, sur les chefs d'entreprise avec lesquels nous travaillons. Et la présence locale est critique dans ces cas-là. Ensuite, on essaie de mettre en place, disons, une bonne gouvernance, une sorte de présence du conseil, avec des contrôles, en fait, des contrôles assez poussés, pour pouvoir éviter, pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir, disons, faire de notre mieux, d'éviter la transparence, en tout cas qu'il y ait des actions qui sont favorisées par rapport à d'autres au sein de l'entreprise. Parce que ceci n'est pas facilité par le système juridique, qui vont parfois pas spécifiquer, il n'empêche pas. Il faut une solution juridique appropriée avec de bons avocats, on arrive toujours à trouver. Et quand c'est possible, on essaie de faire en sorte que le contrat soit en droit français pour l'Afrique francophone ou en droit UK pour l'Afrique anglophone. Une difficulté aussi qu'on rencontre, c'est que parfois on a du mal à trouver les ressources humaines avec les compétences nécessaires, surtout en Afrique subsaharienne. Il n'empêche qu'on voit une certaine amélioration. L'amélioration du climat économique a fait que plusieurs, disons, beaucoup de gens de la diaspora commencent à rentrer en fait dans leur pays d'origine. Donc on voit de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée qui revient au pays avec une expérience en Europe. Et donc ici, peut-être quand même mentionné, c'est une chose qui est très importante pour nous. Alors, rapidement, avant de céder la parole, je vais dire deux mots pour illustrer ça dans un exemple dans lequel on a investi, donc une société de leasing dans laquelle on a investi en 2006. C'est une société qui est spécialisée dans le leasing, le crédit à la consommation, et qui a été développée par un groupe à travers sa filiale CFAO, qui est sa filiale de distribution pour l'Afrique. Alors, c'était une société qui était présente dans 6 pays d'Afrique francophone, qui était en fait, disons, spécialisée dans le leasing uniquement, avec une stratégie commerciale fortement liée au développement du groupe CFAO en Afrique francophone. Et donc, grosso modo, plus de la moitié de ses clients
provenait de DFAO, il n'y avait pas de démarche propre. Alors, on a vu qu'il y avait un fort potentiel de cette entreprise et que, en fait, en changeant le management, en faisant en sorte qu'elle soit indépendante de DFAO, tout en gardant des liens forts, que DFAO c'est un prescripteur important, on pouvait développer cette entreprise et on pouvait aussi la développer en dehors des frontières ou des pays dans lesquels elle était présente au moment de l'investissement. Alors, on a repris donc en 2010, un investissement majoritaire en ce cas, on a associé deux autres investisseurs avec nous, qui sont parmi nos actionnaires, le FMO, qui est l'agence néerlandaise de développement, et les Finlandais Infant. Pour Marco aussi, c'est associé à nous pour nous aider dans le funding, donc dans le financement. Comme vous savez, la matière première pour une petite c'est le financement, et donc il a fallu développer le financement pour nous aider en nous donnant des garanties qui nous permettent de lever des ressources locales auprès des banques locales à des conditions intéressantes. Alors, on a d'abord commencé par changer le management. On peut passer au slide suivant et déménager de la holding à Tunis pour d'abord avoir plus de proximité et puis surtout pour réduire les coûts. Et donc, on a pu quand même trouver des ressources intéressantes, qualifiées, qui connaissent le métier, parce que le métier du leasing est très développé en Tunisie, et puis à des coûts qui sont raisonnables. On a développé cette entreprise et on a mis un programme de développement qui est d'ouvrir une filiale, un pays par an, donc avec une stratégie qui était plutôt de viser les pays également anglophones pour un petit peu changer la culture du groupe et faire en sorte que ce soit, disons, le plus de services possible. Donc on a recruté un Néerlandais qui est à la tête de l'entreprise. Beaucoup d'Africains, en fait, se sont joints à l'équipe également, et donc on a fait en sorte qu'il y ait une mixité culturelle importante au sein de l'équipe de la holding. Et aujourd'hui, l'entreprise est présente en Zambie, elle est présente au Sénégal, qui n'était pas là au démarrage, et on est en train disons, de racheter une entreprise au Nigeria, qui fera, je pense, qui sera un tournant très important dans cette entreprise. On peut regarder un petit peu sur le droit du slide les améliorations opérationnelles qui sont produites par notre santé. Donc il y a eu une croissance très forte, un développement d'autres métiers. Donc aujourd'hui, l'entreprise est présente dans la location longue durée, l'excellence dans le crédit à la consommation. On est en train en fait d'explorer aussi d'autres métiers tels que la microfinance dans certains marchés où disons le pays qui prête et aussi bien sûr un impact très favorable sur la rentabilité et sur la croissance de cette entreprise. Bon, c'est un exemple parmi d'autres que j'ai essayé de vous présenter pour un peu montrer ce qu'on peut apporter à cette entreprise. Pour ce cas-là, je pense qu'on a été très transparent, qu'on est présent de manière forte, on a des réunions hebdomadaires avec l'entreprise, on a été à l'origine de plusieurs développements, donc initiateur de plusieurs opportunités de croissance externe pour cette entreprise. Et puis, je pense qu'on a été, on a recruté aujourd'hui 100% de l'équipe managériale actuelle qui est en train de faire un très bon travail. Voilà, grosso modo. Alors, je ne sais pas si on passe tout de suite à l'étape des questions-réponses ou bien on laisse ça pour la suite. Hakim, ce sera pour plus tard en fait. Il y a. De la parole. Oui, Hakim, en fait, pour les questions-réponses, donc on va d'abord commencer par faire les présentations faire les différentes présentations, ensuite le business case, pour que le public ait une vision globale du sujet, et ensuite on fera à la fin de la conférence, on aura 1h45 de questions avec le public. Voilà. Très bien. Voilà, c'est Marie-Hélène Oiseron qui va faire sa présentation actuellement sur le private equity en Afrique.
Yael. Bonjour Hakim. Je vais commencer en fait par vous présenter Proparco, sans faire trop de propagande, mais simplement pour vous expliquer ce que nous faisons globalement en Afrique et donc plus particulièrement en tant qu'investisseur. Donc Proparco, on peut passer la première slide. Proparco est une filiale du groupe Agence Française de Développement, qui est donc l'opérateur pivot en France de toute l'action en faveur des pays en développement de la France. Proparco se consacre donc au financement du secteur privé à travers différents instruments. Donc voilà, nos principaux secteurs d'intervention, ce sont les infrastructures, les banques, et puis les secteurs agro-industriels, industriels et tourisme. Depuis quelques années, nous avons créé donc une équipe dédiée aux prises de participation dont je suis responsable en 2004, justement dans l'optique de redynamiser notre activité d'investissement en fonds propres, à la fois parce que ça correspondait à un besoin important de nos partenaires en Afrique, et parce que pour Proparco, finalement, l'activité d'investissement avait historiquement représenté une partie importante de notre résultat. On peut passer à la suivante. Bon, ça c'est simplement pour vous montrer notre implantation locale, qui est particulièrement importante en Afrique, puisqu'en fait c'est le continent historiquement sur lequel Proparco est le plus intervenu. Aujourd'hui, on intervient dans tous les pays en développement et émergents, mais avec une priorité qui continue d'être donnée à l'Afrique, puisque l'Afrique continue à représenter la moitié en gros de nos financements. Alors, juste pour vous montrer l'évolution de notre activité et à l'intérieur l'évolution de l'activité fonds propres, qui est la partie orange des différentes barres. Donc vous voyez qu'il y a eu une progression très importante de notre activité depuis 2006 notamment. Aujourd'hui, on fait environ 1 milliard de nouveaux financements tous les ans, dont en gros un gros 10% sur l'activité fonds propres, qui prend donc de plus en plus d'importance. Sur la slide suivante, on voit l'évolution du portefeuille fonds propres, qui est donc tout à fait proportionnel à ce qu'on a pu voir auparavant, avec un portefeuille aujourd'hui qui tourne autour de 270 millions. On intervient donc à la fois en direct dans des entreprises et en intermédiation, c'est-à-dire à travers des fonds d'investissement comme Tuninvest et Afrique Invest, qui donc gèrent une partie de notre portefeuille. Alors, ça c'est la répartition donc géographique de notre portefeuille. En bleu, en fait, vous avez la répartition géographique de nos investissements, ceux qui transitent par les fonds, et en violet, la répartition géographique de nos investissements directs. Donc c'est intéressant de voir la différence. Nous sommes en fait beaucoup en direct sur des investissements régionaux et en Méditerranée, alors que nos fonds, d'un point de vue géographique, sont beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est notamment le poids d'un gros fonds panafricain qui s'appelle ECP, qui intervient de façon assez importante au Nigeria notamment, et Afrique Invest est également dans cette barre. Sur la répartition sectorielle, en investissement direct, en fait, on intervient beaucoup dans le secteur financier, c'est à peu près la moitié de notre portefeuille fonds propres. Au début, c'était surtout pour soutenir la création de filiales de banques françaises en Afrique. Et puis petit à petit, on s'est mis à soutenir davantage des acteurs locaux, y compris dans leur stratégie d'expansion régionale. Le deuxième secteur qui est important pour nous, qu'on ne voit pas encore en fait dans ces données qui datent de 2007, mais c'est tout ce qui est matériaux de construction, ciment, qui va prendre une part de plus en plus importante dans le portefeuille. Et puis l'agro-industrie, bon, qui est assez incontournable en Afrique, qui est aussi un secteur d'intervention important pour nous. Alors pour en venir à notre sujet, j'ai commencé donc par vous
par vous mettre une slide sur l'évolution des fonds levés par les fonds d'investissement en Afrique jusqu'en 2008, puisque malheureusement en 2009 je n'avais pas encore toutes les données, notamment sur l'Afrique subsaharienne. J'ai regardé notamment, donc il y a une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Emerging Market Private Equity Association, qui publie beaucoup de données sur l'activité de capital investissement en Afrique. Certaines sont payantes, mais ils ont un site avec un certain nombre de données publiques. Donc vous voyez sur ces graphiques que les levées de fonds ont beaucoup progressé, en tout cas jusqu'en 2008, puisqu'en 2008 on atteignait 9 milliards de fonds levés sur l'Afrique, dont 7 milliards sur la zone MENA. Alors sachant que la définition de la zone MENA dans leurs données est très très large, puisque ça va jusqu'au Pakistan, Afghanistan, Irak, donc c'est une conception assez extensive de la zone. L'Afrique subsaharienne est en dessous. Ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement sur la zone MENA, on voit bien sur les barres bleues qu'il y a une dynamique assez importante de progression, alors que sur l'Afrique subsaharienne, c'est plus stable. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est également vrai sur 2009, peut-être au détriment de la zone MENA, puisqu'on sait qu'en 2009, sur la zone MENA, il n'y a que 1 milliard qui ont été levés, donc une très très forte baisse par rapport à 2008, alors que l'Afrique subsaharienne a beaucoup moins baissé, et ce que ça montre, c'est qu'en fait l'Afrique subsaharienne dépend encore d'investisseurs publics, avec donc une volatilité moins importante, alors que sur la zone MENA, il y a plus d'investisseurs privés, mais donc avec des effets de variation plus importants en fonction du contexte économique. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que l'Afrique représente quand même une proportion de plus importante des fonds levés sur les marchés émergents. Sur 2008, c'était environ 2008-2009, 10% des fonds levés qui étaient levés sur l'Afrique, avec plutôt une part croissante. On voit ça aussi d'après des sondages qui ont été effectués. Il y avait seulement 4% des investisseurs qui investissaient en Afrique en 2006, et cette proportion est montée à 38% en 2009. Donc un intérêt croissant pour le continent africain, notamment peut-être depuis le début de la crise, où finalement les investisseurs se sont tournés davantage vers l'Afrique, qui était perçue comme un continent un peu plus isolé des turbulences qu'on a pu constater sur les marchés, sur d'autres marchés émergents, bon, même si maintenant la dynamique a quand même bien repris, notamment en Asie. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des montants investis. Alors, ça aurait été intéressant en fait d'avoir les deux courbes sur le même graphique, mais la slide aurait été un petit peu dense, parce qu'en fait, sur la zone MENA, on constate que finalement les montants investis sont quand même largement en dessous des fonds levés, ce qui peut laisser penser à une certaine surliquidité sur la zone. Bon, après, il faudrait voir en fonction des sous-régions et des pays, les situations peuvent être assez contrastées. Mais là, donc, vous voyez le chiffre, sur la période 2005-2009, on a 19 milliards de dollars qui ont été levés et seulement 11 milliards de dollars investis. Donc, ce qui montre qu'il y a une liquidité importante disponible sur cette zone. Alors qu'en Afrique subsaharienne, on a plutôt la dynamique inverse, avec des montants investis qui ont été même supérieurs aux montants levés certaines années. Donc là, la liquidité est plutôt moindre, ce qui laisse penser à une concurrence aussi moins importante sur cette zone. Alors, on va rester, excusez-moi, sur cette slide. Dans les montants investis, il y a évidemment des pays qui représentent une grosse part des montants, notamment, je vais y revenir après, mais l'Afrique du Sud, ça représente en gros 70% des montants investis en Afrique subsaharienne, et le Nigeria représente aussi une proportion assez importante. Donc il y a clairement des pays qui pèsent très lourd en Afrique subsaharienne dans la répartition des investissements. On va passer au suivant. Alors sur la répartition sectorielle, bon, ça rejoint un petit peu peut-être ce que j'ai commencé à développer sur l'activité de Proparco. Vous voyez que globalement sur le continent africain, les services financiers pèsent assez lourd, puisque ça représente, ce sont des données qui sont issues d'une étude que je vous recommande aussi, que vous pouvez trouver sur le site de CapAfrique, donc capafrique.org,
qui a fait une étude sur le capital investissement en Afrique qui date de 2008, donc avec des données qui commencent à dater, mais qui en gros restent valables aujourd'hui. Donc les services financiers, 25% de l'activité d'investissement. Et en deuxième, je dirais qu'on va voir tous les secteurs liés à la consommation. Donc je vous citais tout à l'heure le secteur de la construction, le tourisme, tout ce qui est grande distribution, consommation, représente également une partie assez importante des investissements liés dans un grand nombre de pays à une proportion, à l'émergence d'une classe moyenne finalement de plus en plus importante qui rend ces secteurs assez dynamiques. Alors, il y a bien sûr le secteur, tout ce qui est énergie, ressources naturelles, secteur primaire, qui représente aussi une portion importante des investissements, donc là 16%. C'était particulièrement vrai, je dirais, avant 2008, avec un prix des matières premières qui avait beaucoup augmenté. Ça l'est sans doute moins en 2009, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de cours, qui, notamment dans le secteur minier, qui avaient beaucoup baissé. Voilà. Alors un troisième secteur, oui, qui vaut la peine d'être mentionné, c'est les télécoms, donc qui ressortent quand même à 12%. Le secteur GSM notamment a fait l'objet de très nombreux investissements et surtout d'investissements très rentables. C'est ça qui a attiré beaucoup d'investisseurs sur la zone, avec donc une progression très importante du taux de pénétration mobile sur un grand nombre de pays. Donc il y a eu notamment la transaction Celtel il y a quelques années qui a donné lieu à une sortie très rentable pour un certain nombre de fonds d'investissement. C'est maintenant un secteur qui devient relativement mature, à l'exception de quelques pays. Donc nous, on voit moins d'opportunités d'investissement dans ce secteur-là. Et ce sont plutôt les secteurs de l'Internet haut débit et du câble, en fait tout ce qui tourne plutôt aux infrastructures autour des télécoms qui commencent à prendre le relais. Le secteur aussi des tours télécoms devient assez important. Alors donc ça c'est la répartition géographique donc des investissements dont on a déjà un petit peu parlé. Donc vous voyez le poids important de l'Afrique australe, 65%, sachant que là-dedans, donc l'Afrique du Sud pèse un poids lourd, donc c'est des données qui sont d'ailleurs pas tout à fait cohérentes avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, où là l'Afrique du Sud représente en gros la moitié de la part des investissements. Le Nigeria représente aussi, je n'ai plus la donnée avec moi, mais je crois 35% en gros des investissements sur le continent, c'est-à-dire en fait une grosse part de ce qui apparaît ici en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, donc je vous ai mis sur le diapo, on voit que la part, un des critères pour juger de la place du capital investissement dans les pays, c'est donc de regarder la part que ça occupe par rapport au PIB. Donc on voit qu'il y a des marchés très matures comme l'Afrique du Sud, où la part du capital investissement par rapport au PIB dépasse donc le ratio européen, donc en Afrique du Sud 1,7%, alors qu'en Europe le capital investissement représente en gros 1,5% du PIB. L'Afrique du Nord donc finalement occupe une place qu'on pourrait trouver relativement modeste par rapport à son poids économique. Vous voyez ici à peu près 8%. Alors ça c'est l'Afrique du Nord dans une conception un peu plus étroite. Alors ça tient quand même aux difficultés du marché algérien qui est quand même compliqué à aborder pour les investisseurs étrangers, à un environnement réglementaire dans différents pays qui n'est pas toujours propice à l'investissement. En Tunisie notamment, qui me parlait un petit peu tout à l'heure, donc des difficultés de rapatriation du capital, et ça c'est vrai en Tunisie également. Et puis au Maghreb, un certain fractionnement des marchés qui rend difficile aussi une approche plus régionale de la zone. Autre zone qui est alors très peu couverte en dehors du Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, notamment francophone, est particulièrement peu couverte à la fois par les fonds et par les investisseurs directs, à l'exception donc d'Afrique Invest qui intervient beaucoup sur la zone, de CP, et il y a aussi Coris et IEP qui approchent plus le secteur des PME, qui sont présents sur cette zone, mais qui restent quand même assez sous-représentés dans la répartition géographique des investissements.
Alors, juste quelques caractéristiques des fonds en Afrique. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une industrie qui est quand même relativement jeune. Le premier fonds levé sur le continent en Afrique du Sud, c'était Ethos en 1984. Donc ça, c'est vraiment le pionnier. Mais dans la plupart des autres pays, les premiers fonds ont plutôt été levés dans les années 90. Et c'est vrai en Afrique du Nord. Ce qui fait que finalement, les fonds les plus matures, pour un grand nombre d'entre eux, ne sont pas encore liquidés. Ce qui veut dire qu'on a finalement peu de track record vraiment finalisé sur un grand nombre de pays. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le track record des gestionnaires de fonds, c'est quand même un des premiers critères que regardent les investisseurs, ce qui complique certainement la levée des fonds sur la zone. La stratégie d'investissement qui prédomine sur le continent, c'est plutôt du capital développement ou du capital transmission. Il y a assez peu de capital risque ou de financement des petites PME. Les investissements sont le plus souvent faits en tant qu'investisseurs minoritaires, même s'il y a aussi des stratégies d'investisseurs majoritaires, et avec des effets de levier qui sont en général assez limités. Donc ça tient en partie à la maturité du secteur bancaire dans un certain nombre de pays. Donc le marché du LBO, c'est surtout finalement en Afrique du Sud où c'est un segment qui est très développé. Donc la taille des fonds a tendance à augmenter très clairement, ce qui veut dire malheureusement que le secteur des PME reste assez peu desservi, puisque finalement pour les gestionnaires de fonds, il y a une tendance assez naturelle à aller vers des fonds de plus en plus importants et donc vers des transactions aussi de montants de plus en plus importants. Tout simplement, c'est vrai que les investissements dans les PME présentent un niveau de risque plus important, avec des frais, des coûts d'approche finalement proportionnellement également plus importants. Et souvent aussi des stratégies de sortie qui sont plus compliquées à structurer sur des PME que sur des entreprises plus grosses. Alors, autre dynamique importante, c'est que de plus en plus de fonds ont des stratégies d'investissement régionales. Donc, on peut dire que l'industrie avait commencé il y a 10-15 ans avec essentiellement des fonds monopays et que de plus en plus, les gestionnaires de fonds vont vers des stratégies d'investissement sous-régionales, voire régionales. Par exemple, sur la zone MENA, la très grande majorité des fonds ont des stratégies d'investissement qui couvrent toute la zone MENA, avec seulement 10% des fonds qui ont des stratégies sous-régionales, donc Maghreb ou Golfe, mais donc la plupart couvrent toute la zone. C'est également vrai en Afrique subsaharienne, avec de plus en plus de fonds panafricains ou visant donc une grande région, Afrique de l'Ouest, Afrique australe ou Afrique de l'Est. La plupart des gestionnaires sont plutôt locaux, donc avec une présence sur le terrain importante, ce qui est quand même aussi ce qu'on demande aux gestionnaires, même s'il y a un intérêt croissant donc des gestionnaires internationaux pour la zone. Donc on voit par exemple sur la zone MENA, Carlyle qui a levé un fonds important dernièrement, SGAM qui a aussi un fonds qui a été levé il y a 2 ans, donc la Société Générale, et puis KKR et BNP qui commencent aussi à s'intéresser à la zone et qui pourraient lever des fonds prochainement. Sinon, donc, il y a certaines thématiques qui commencent à émerger. Il y a beaucoup de fonds qui sont généralistes, mais certains aussi développent des stratégies d'investissement plus sectorielles. Donc on voit par exemple la thématique post-conflit qui a été choisie par plusieurs gestionnaires de fonds. Donc Maris qui intervient sur des petits pays post-conflit, Sud-Soudan, Zimbabwe, Manocap qui est sur le Sierra Leone, African Development Partners qui couvre toute l'Afrique avec un certain accent mis sur des pays un peu délaissés. Comme thématique importante, on peut voir aussi l'émergence de l'agro-industrie, qui est évidemment un secteur important pour le continent africain, avec des fonds comme Agrivi qui a déjà été levé, Silk Invest qui est en cours de levée de fonds. Autre thématique importante, tout le secteur des infrastructures, où là clairement on voit une dynamique assez importante, donc avec des levées de fonds conséquentes sur ce secteur. Alors Emerging Africa Infrastructure Fund, c'est un fonds de dette en fait, mais qui a déjà été levé il y a quelques années. Sur l'Afrique du Nord, il y a le fonds ARIF, donc géré par Argan Capital, qui
qui est en cours de levée de fonds, AIF2 qui est un fonds géré par Macquarie, donc un très grand gestionnaire de fonds dans le secteur des infrastructures, qui a déjà fait son premier closing, et EFG Hermès sur la zone, notamment Égypte, qui est également en cours de levée de fonds. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, une tendance qui va se poursuivre. Bon, qui sont les grands acteurs? En gros, on a déjà parlé d'un certain nombre de gestionnaires. Donc, vous voyez qu'il y a des grands fonds panafricains, donc Afrique Invest bien sûr, ECP, Kingdom Zephyr, Actis, des fonds donc plus sous-régionaux, donc Swicorp qui est sur la zone MENA, Citadel, Abrage, MPEF qui sont également sur la zone MENA, Coris qui est sur la zone Afrique de l'Est francophone ainsi que IEP, Travant est plus sur la zone Afrique de l'Ouest anglophone, notamment Nigeria. On a ensuite des fonds qui gardent une stratégie d'investissement monopays. Ça s'applique principalement soit à des grands pays, donc Afrique du Sud, Égypte, où là les marchés sont suffisamment grands pour justifier des fonds d'investissement dédiés, ou alors ce dont on a déjà parlé, des fonds des pays très spécifiques post-conflit où il faut des gestionnaires qui comprennent bien l'environnement pour pouvoir opérer. On a des fonds PME, donc Oreos, qui intervient sur toute l'Afrique, Fanici qui est sur l'Afrique de l'Est, Grofin qui a démarré à partir de l'Afrique du Sud et qui développe sa stratégie dans plusieurs pays maintenant à travers l'Afrique, avec un modèle assez original qui leur permet en fait d'atteindre des toutes petites sociétés avec des montants d'intervention autour de 500 000 $, donc plutôt avec un modèle de prêt participatif qui est plutôt adapté à des petites sociétés puisque ça veut dire que leur investissement comprend une part de rémunération fixe, une part de rémunération variable qui est indexée sur les résultats, mais avec une sortie qui se fait sur la trésorerie de la société et donc qui évite de se poser le problème de la cession de l'entreprise à un tiers. Bon, les fonds spécialisés, on en a déjà parlé, je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors, qui sont les investisseurs dans les fonds en Afrique? Donc, notamment en Afrique subsaharienne, il y a encore une place importante pour les bailleurs de fonds publics. Bon, c'était évidemment particulièrement vrai l'année dernière où les levées de fonds ont quand même été très très difficiles pour tous les gestionnaires. On voit donc, moins l'année dernière, mais c'était quand même un mouvement qui commençait à se dessiner, des investisseurs internationaux privés. Donc on espère qu'ils vont revenir. Donc notamment des fonds de pension qui sont attirés par l'activité fonds de fonds, puisqu'effectivement ça leur offre une bonne diversification de leur portefeuille, donc une certaine sécurisation du risque, ou des family office. Il y a encore finalement peu de fonds privés qui interviennent sur l'Afrique. On voit de plus en plus aussi des fonds souverains, notamment du Golfe, avec le fonds d'Abu Dhabi, du Qatar, du Koweït. Il y a aussi un gros fonds chinois, le China Africa Development Fund, qui intervient. Et puis donc des investisseurs locaux dans les différentes régions, soit des banques, des assurances, en fonction de la réglementation locale, des fonds de pension ou des fortunes privées. Alors, les performances financières des fonds en Afrique, je ne pense pas qu'on puisse trouver d'études vraiment très complètes sur le sujet, donc je me suis appuyée sur notre propre expérience avec un échantillon de 16 fonds en portefeuille, donc si on n'est pas trop mauvais, on peut espérer que ça représente plus ou moins bien la réalité. Donc si on regarde les fonds les plus matures, c'est-à-dire ceux dans lesquels on a investi avant 2005, donc qui ont fini leur période d'investissement, on se situe avec des rentabilités aux environs de 7 à 10%. Alors quelques petites explications là-dessus. Ça c'est un TRI qui n'est pas complètement réalisé, donc il y a une part de réalisé là-dedans, il y a encore une part de latent, donc de valorisation du portefeuille, mais de cessions qui n'ont pas encore été effectuées. C'est un TRI net pour l'investisseur, donc net des frais de gestion que perçoit le gestionnaire de fonds, et c'est un TRI en euros, puisqu'effectivement nous en tant qu'investisseurs français, ce qu'on voit revenir in fine ce sont des euros. Il est clair que ça dépend des zones, mais les effets de change sont très importants et malheureusement souvent assez pénalisants pour la rentabilité des fonds. Donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans les prévisions, dans les espérances de rentabilité. Il y a finalement
assez peu d'écart autour de la moyenne, donc c'est de 16 fonds assez homogènes finalement. Bon, la réserve aussi, la deuxième réserve importante, c'est que ça, c'est la rentabilité de notre portefeuille de fonds africains en 2009. Donc c'est clair que ce n'est pas la meilleure année pour regarder la performance d'un portefeuille fonds propres. C'est quand même une rentabilité qui a pas mal baissé par rapport à 2008. Donc on espère que ça va remonter. Les meilleures performances ont été réalisées sur un fonds minier sur lequel on a enregistré donc 26% de TRI net en euros. Ça c'était bon, avant 2008, hein, parce que depuis, ça c'est un petit peu pour les fonds qui n'avaient pas cédé leurs investissements, ça a nettement diminué. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur sur la rentabilité constatée, sachant donc qu'on se situait dans une période quand même assez défavorable. Bon, les stratégies de sortie, Hakim en a déjà un petit peu parlé. C'est clair que les marchés financiers offrent encore peu de perspectives de sortie. Ça dépend bien sûr des pays. Donc Hakim l'a dit, c'est vrai qu'en Afrique du Sud évidemment, au Nigeria, au Maroc, il y a des pays sur lesquels la bourse peut offrir des perspectives de sortie. Sur beaucoup d'autres pays, c'est évidemment plus compliqué. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel Proparco essaye de travailler cette année pour réfléchir à la façon d'améliorer à la fois la liquidité et la profondeur des marchés boursiers. Donc comment encourager davantage de sociétés à s'introduire en bourse, et une fois que les sociétés sont introduites en bourse, comment peut-on encourager la liquidité. Donc on est en train d'étudier différents mécanismes, puisque finalement on constate que sur les bourses, une fois que les sociétés sont... Au moment de l'introduction, souvent la liquidité est bonne, il y a plutôt pas mal de capitaux disponibles pour participer à des introductions en bourse. En revanche, quelques mois après l'introduction, en céphalogramme plat, il ne se passe plus rien. Donc la liquidité est une problématique importante. Alors, comme le disait Hakim, donc les rachats d'actions, donc ce qu'on appelle les put options, sont des voies de sortie encore relativement importantes, même si souvent d'un point de vue rentabilité, c'est évidemment pas la voie de sortie la plus intéressante, mais ça peut être évidemment une option en l'absence d'autres solutions. Donc on voit qu'en gros, entre les promesses de rachat et globalement sur le continent africain, donc ça c'est aussi une donnée de l'étude Cap Afrique, représenterait 69% des transactions, donc quand même une part très importante, et 15% des volumes, ce qui signifie bien que clairement les transactions les plus rentables, elles ne se font pas comme ça. La majorité, sur le reste des sessions, elles sont réalisées en majorité à travers des déplacements privés, donc soit revente à des fonds, soit revente à des investisseurs stratégiques. Bon, clairement l'année dernière, les sorties n'ont pas été très très nombreuses. La plupart des sorties ont été repoussées dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les impacts du capital investissement en Afrique. Alors, du point de vue des investisseurs, l'attrait en fait du capital investissement, notamment à travers des fonds, c'est notamment l'effet de levier que ça peut nous offrir, puisqu'en fait à travers un fonds, on touche environ 10 à 15 sociétés. Donc évidemment pour nous, ça nous permet d'atteindre un nombre de sociétés beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait faire en direct, même si bien sûr pour nous c'est aussi important de maintenir notre activité d'investisseurs directs. Ça nous permet aussi d'atteindre des sociétés de plus petite taille. C'est vrai que les petites PME, on peut difficilement envisager de le faire depuis Paris, même si on a des bureaux locaux. Et donc là, c'est important pour nous d'avoir des gestionnaires de fonds qui ont une bonne implantation locale, un bon réseau, une bonne connaissance du tissu économique. Ça nous permet aussi d'avoir une bonne diversification de notre portefeuille. On voit qu'il y a des secteurs sur lesquels nous, on intervient peu en direct, mais sur lesquels on intervient davantage à travers nos fonds. Et ça nous permet d'intervenir aux côtés d'investisseurs privés, puisque dans tous les fonds dans lesquels on investit, on cherche le plus possible à encourager la présence d'investisseurs privés, puisque bien sûr le but in fine, c'est que ce soit les investisseurs privés qui prennent le relais et qui soutiennent vraiment l'activité sur la zone. Alors un autre point très important pour nous, et qui est vraiment un point fort du capital investissement, c'est donc l'accompagnement des sociétés du portefeuille, donc évidemment à travers l'apport de capitaux à long terme, par l'apport de fonds propres, mais aussi par l'aide que l'investisseur peut apporter dans la mobilisation de prêts bancaires, donc ça c'est évidemment un aspect important.
Deuxième aspect, donc c'est toute l'amélioration des standards de gouvernance, de reporting, de maîtrise des risques. Bon, Hakim en a un petit peu parlé, c'est clair que la transparence et la qualité du reporting est souvent un problème dans beaucoup de sociétés. Et donc, sur des choses qui peuvent paraître assez basiques, en fait, il y a souvent des efforts à faire en termes de tenue de conseil d'administration, de faire en sorte que les administrateurs reçoivent des dossiers complets, reçoivent les reportings à temps avec des indicateurs pertinents et donc toutes les données chiffrées qu'on peut attendre lorsqu'on est investisseur. Ça, c'est souvent un aspect sur lequel il y a beaucoup de travail à faire. Troisième aspect, donc, c'est d'aider les sociétés à recruter les dirigeants clés. Donc ça se fait grâce au réseau des investisseurs qui peuvent les introduire donc à des dirigeants dans leur secteur ou dans la compétence recherchée. Et enfin, c'est tout l'accompagnement dans la définition de la stratégie de l'entreprise, donc notamment quand le gestionnaire de fonds, bien sûr, connaît bien le secteur dont il est question, et éventuellement l'accompagnement de la société dans une stratégie d'acquisition. Donc on voit de plus en plus de fonds qui cherchent à faire ce qu'on appelle du build-up, donc à investir dans différentes sociétés du même secteur et ensuite à les fusionner pour créer des acteurs plus importants. Et finalement, donc, encourager donc, la croissance à travers tout simplement la création d'emplois, la création de revenus. Donc on voit à travers nous notre portefeuille de fonds. C'est un portefeuille qui, les dernières données qu'on a datent de 2007, qui à ce moment-là donc, soutenait 154 sociétés qui elles-mêmes généraient 90 000 emplois. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez conséquents. Et on voit en plus, puisqu'on suit ces données-là d'année en année, que le chiffre d'affaires de ces sociétés progresse et que la masse salariale et le nombre d'employés de ces sociétés progressent. Donc on voit bien que les sociétés qui globalement sont accompagnées par des investisseurs en capital investissement sont des sociétés qui sont en croissance, non seulement du point de vue de leurs chiffres, mais également du point de vue de leur masse salariale. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis disponible. Donc, juste pour résumer, en fait, on a eu l'intervention de Hakim Khalifa qui a expliqué un peu ce que fait un fonds de private equity, en fait, dont l'activité se situe un peu au centre. Donc on a deux représentants de deux fonds, donc Cuninvest, Africa Invest d'un côté et puis Suicorp de l'autre. Et la Proparco, en fait, est un investisseur qui fait partie de ce qu'on appelle des LPs par rapport à GPs, donc General Partners, c'est les gestionnaires de fonds, donc c'est ce qu'on appelle plus dans le jargon fonds d'investissement. Et Limited Partners, en fait, c'est les investisseurs, c'est les investisseurs auprès de qui c'est General Partners. À cette époque-là, déjà, on avait discuté avec l'AFD aussi en direct. Il y a eu beaucoup de pédagogie, je pense, qui a été apportée au niveau des banques pour expliquer que c'était quelque chose d'intéressant à faire. Et à une époque, il a été envisagé même d'obtenir une garantie de l'AFD pour les banques pour qu'on mette un petit peu de l'huile dans le process. Finalement, on les a tellement bien convaincus qu'elles n'ont pas eu besoin de notre garantie. Voilà, donc l'opération s'est faite sans particulièrement donner de garantie autre qu'un nantissement d'action, ce qui était un petit peu particulier pour nos banquiers, mais qui nous ont bien accompagnés. Alors ensuite, il y avait deux choix possibles pour nous. Premier choix, c'était se dire, bon, on est majoritaire, on veut rester fortement majoritaire d'une structure, mais qui est une PME tunisienne, même si elle est leader de son secteur. Avec toutes les ouvertures qui s'opéraient, notamment, vous le savez, aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs en Tunisie, il n'y a plus de droits de douane, il y a une intégration parfaite à l'Union européenne, et au-delà, intégration aussi à différentes autres économies. Donc finalement, un marché de plus en plus concurrentiel. Et vu la taille du marché tunisien, qui reste quand même très modeste, c'était un risque sur la pérennité de l'entreprise. L'autre option, c'était de se dire on va développer cette entreprise, quitte à ne pas nécessairement chercher à rester fortement majoritaire, accepter de se diluer et en faire un champion régional.
Alors là aussi, il y avait dans les choix stratégiques opérés, soit se dire j'étends mon développement vers d'autres métiers, ça aurait pu être se dire je ne suis pas dans l'emballage flexible, je suis dans l'emballage, beaucoup plus large déjà, ou alors même aller au-delà. Et le choix que nous avons fait a été plutôt de se dire j'ai un métier, il est spécifique, je suis dans ce métier, en revanche j'étends la géographie. Donc le choix c'était de se dire on va prendre un plus petit morceau d'un gâteau dont on espère qu'il deviendra beaucoup plus grand. Alors les facteurs de décision, j'ai parlé déjà un petit peu de l'effet de taille qui est important, donc concurrence plus accrue. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait une opportunité quelque part. On est sur un marché où il n'y a pas un acteur majeur sur la région, donc le marché était très fragmenté. Il y avait une opportunité pour construire un acteur qui devienne l'acteur majeur régional. Alors ensuite, par rapport au métier où nous étions, pourquoi nous pensions quand même que le secteur où nous étions allait se développer? Parce que d'une part, on l'a entendu tout à l'heure, donc il y a toute une agro-industrie qui se développe de plus en plus en Afrique en général et en Afrique du Nord en particulier. Et il y a aussi des attentes en termes d'hygiène, en termes de normalisation, etc., qui deviennent de plus en plus pointues. Donc le fait de viser un développement qualitatif dans ce secteur nous paraissait intéressant. Et puis, il y avait, d'un point de vue intrinsèque, se dire si je suis plus gros, j'achète mieux. Donc si j'achète mieux, je suis plus efficace pour développer mes marchés. Si je suis plus gros aussi, je peux me permettre d'attirer des compétences